C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. Nous sommes le 29 octobre 1981, la France perd l'un de ses plus grands artistes, poète, écrivain, compositeur. Georges Brassens aura marqué à jamais la chanson française. Personnage d'une immense discrétion, il aura créé un style à part, associant des textes très poétiques à des mélodies simples, une guitare à la main, l'Auvergnat, les copains d'abord, le gorille. Georges Brassens fait la fierté du patrimoine culturel français et il inspire encore aujourd'hui des artistes. On revient sur le 35e anniversaire de sa mort avec Jean-Claude Lamy. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, écrivain, éditeur. Vous publiez avec Philippe Laurin chez Brassens, Légende d'un poète éternel aux éditions du Rocher. Revenons d'abord sur les conditions de sa mort. Il vient à peine de fêter ses 60 ans. C'est relativement jeune, mais il était malade. Il était malade, il est né le 22 octobre 1921 et il est mort le 29 octobre 1981. Donc une semaine après son anniversaire, et il avait un cancer. Il savait qu'il allait mourir. Il se trouvait à Saint-Gély-du-Fesque, près de Montpellier, chez un ami chirurgien qui s'est occupé de lui jusqu'au bout, qui l'a opéré sans pouvoir le sauver. La femme de ce chirurgien, c'était Monique, une infirmière, et au sein de cette famille, Georges Brassens a vécu ces derniers mois heureux, où il recevait la visite de sa compagne, Joa Eichmann, qui était une Ettonienne qu'il avait connue et qui était sa compagne. Donc. Comment les Français vivent-ils cette disparition ? L'émotion est immense ? Ah oui, lorsque la mort a été annoncée, beaucoup de gens ont pleuré. Ils avaient l'impression de perdre un ami, quelqu'un de fraternel qui s'en allait. Il connaissait ses chansons, il connaissait sa vie et son départ était une grande surprise. Qu'est-ce que les gens appréciaient chez lui ? Sa simplicité, sa douceur, sa poésie accessible aussi ? Oui, il était très accessible par ses chansons et par ses textes et ses mélodies qui étaient parfois subtiles, parce que Brassens était un musicien, il ne faut pas l'oublier, même s'il n'avait jamais appris le solfège. Et l'esprit rebelle du personnage plaisait également. Oui, parce qu'il y avait quand même un paradoxe chez lui. Il était d'une immense timidité, grande timidité, en même temps, il osait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Ses textes étaient assez engagés. C'était quelqu'un de réservé, Brassens, qui ne s'est jamais impliqué, par exemple, dans la vie politique. Il ne défilait pas. Quand il disait quand on est plus de 3 ou 4, on est une bande de cons. Donc, c'était pas la peine de suivre un défilé. En mai 68, il faisait des calculs. C'était des calculs, c'est-à-dire qu'il souffrait de colique néphrétique et il a regardé les événements de loin. Mais c'était quelqu'un qui regardait aussi la vie dans tous ses aspects et comme je le disais, la fraternité du personnage était essentielle pour les autres. Et plusieurs de ces chansons seront même censurées. On pense notamment au Gorille, je crois. Une chanson qui décrit la peine de mort alors qu'elle est encore en vigueur. On est là en 1954. Oui, cette chanson contre la peine de mort a choqué beaucoup de gens. Elle était censurée sur les antennes des radios d'État, mais c'est la chanson qui a lancé Brassens. On n'a pas oublié le gorille, et le gorille est devenu un peu Brassens lui-même. Ça l'amusait, alors que c'était un cœur tendre, et c'était quelqu'un qui était plus près des chats que du gorille. Et pendant que vous parliez, on voyait cette photo où Brassens signe une pétition contre la peine de mort, justement. D'où lui venait cet esprit critique ? Quelle était son histoire, ses origines ? Je sais qu'on a beaucoup parlé de l'influence de sa mère napolitaine. Oui, sa mère était d'origine italienne. Pas vraiment napolitaine, elle était d'une région du sud, mais pas vraiment napolitaine. Elle était très catholique.
Elle a élevé son petit garçon Georges dans la vie chrétienne, dans l'éducation chrétienne. Il a été baptisé, il a fait sa première communion. Et Georges Brassens est un homme de paradoxe. Il a été anticlérical et pourtant ses meilleurs amis étaient des prêtres. Il était anti-flic et pourtant un de ses meilleurs amis était Honoré Gévaudan, qui est un des directeurs de la police judiciaire, mais c'était un Sétois. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur Brassens, mais c'était d'abord et essentiellement un poète. Et un homme très fidèle en amitié, Jacques Brel, Raymond DeVos, Lino Ventura. Absolument. Des gens qu'il avait connus très souvent aux Trois Baudets, la salle de Jacques Canetti, où beaucoup ont débuté. Et Brassens, par exemple, en ce qui concerne Brel, un jour, il l'a retrouvé comme voisin de palier. Il avait acheté un appartement dans le 14e arrondissement, dans un immeuble moderne, alors qu'il venait de quitter l'impasse Florimont, où il a vécu pendant des années et des années. Et il sort de chez lui et il tombe sur Jacques Brel, qui avait acheté lui aussi un appartement. C'est drôle. Et puis il va aussi avoir un grand amour, un très grand amour, celle qu'il surnommait Püppchen, petite poupée en allemand. Il dira d'elle, ce n'est pas ma femme, c'est ma déesse. Oui, et il ne l'a jamais épousée. Il y a sa chanson « La non-demande en mariage » qui est une lettre d'amour à Püppchen, petite poupée en allemand, qui était une Estonienne d'origine, et il l'avait rencontrée en 1947 à la sortie du métro Plaisance. Et là, il y a eu une vraie rencontre, et elle est restée dans l'ombre de Brassens. Ils ne vivaient pas ensemble, ils avaient chacun leur appartement, parce que Brassens se levait très tôt, et Püppchen se couchait très tard. Donc, il n'y avait pas de possibilité de vie commune, mais il y a eu entre eux une grande histoire. Et puis il connaîtra vraiment le succès dans les années 50. Et là, c'est une rencontre avec la chanteuse Patachou qui va tout changer. Oui, ce sont des Sétois, des amis de Georges qui étaient journalistes à Match en particulier. Il y avait Victor Laville, Roger Théron, Pierre Galante, qui ont voulu que Georges rencontre Patachou, qui animait un cabaret sur la butte Montmartre, qui était très fréquentée par le tout Paris. Elle coupait les cravates des invités qui arrivaient. C'était un personnage extraordinaire. Et quand Brassens est entré dans sa vie, en quelque sorte, puisqu'il y a eu quelque chose de plus que la chanson pour les réunir, elle a été subjuguée par les textes de Georges, et en particulier par le Gorille. Est-ce que vous diriez qu'il a des héritiers aujourd'hui, des artistes qui peuvent se revendiquer ou considérer que... Je pense que Brassens est irremplaçable, mais il y avait deux personnages, un disparu aujourd'hui qui était proche de Brassens, c'est Coluche. Coluche a toujours cherché à rencontrer Brassens. Ils se verront d'ailleurs. Il y a l'esprit Coluche chez Brassens. Et l'autre, c'est Renaud. Renaud qui lui aussi a chanté du Brassens quand il faisait la Manche. Et il a rencontré Brassens d'une manière amusante à Paris. Et je crois qu'aujourd'hui, Renaud représente lui aussi l'esprit Brassens. Jean-Claude Lamy, si je vous demande de terminer cette phrase, le 29 octobre 1981, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Bien, ce jour-là, j'apprends la mort de Georges. Et ça a été un choc pour moi, un immense chagrin, parce qu'à 40 ans, j'avais 40 ans, et je venais de perdre mon père spirituel. Ces chansons sont mes poèmes de chevet. Merci beaucoup Jean-Claude Lamy d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.